Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Avant de commencer, je vais vous dire merci à tous ceux qui ont déjà noté le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast. J'encourage tous les autres à faire de même, ça aide vraiment à ressortir parmi les podcasts. Aujourd'hui, nous allons partir en voyage. Je vous emmène plus exactement à la montagne avec Yariv Abesseras, le fondateur de Travel Factory, qui est le leader français des vacances au ski et que certains connaissent peut-être avec la marque Travel Ski. Yariv, c'est l'archétype de l'entrepreneur né. Vous allez voir, il va nous raconter un peu son parcours. Donc bonjour Yariv, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour, comme tu le disais, je suis donc Yariv Abesseras, fondateur du groupe Travel Factory, mais je suis marié, j'ai 3 enfants et j'y reviendrai après parce que je considère que ma famille, mon équation familiale m'a beaucoup aidé à travailler la promesse sur le site internet, mais j'y reviendrai après, ouais. C'est pour ça que j'insiste sur mes 3 enfants. Je suis né au Maroc, j'ai vécu et grandi 18 ans au soleil, ouais. Et ensuite je suis venu faire mes études d'économie et de finance à la Sorbonne à 18 ans. Donc j'ai fait 5 années à la Sorbonne, très riche en termes de vie étudiante, puisque je me suis engagé dans la vie étudiante doublement, on va dire. Dans un premier temps, dans une association qui s'appelle l'Union des étudiants juifs de France, mais parallèlement au service de la vie estudiantine. Et je me suis engagé au conseil des étudiants de la Sorbonne jusqu'à me faire élire en 4e année, vice-président de l'université de la Sorbonne, étudiant, vice-président étudiant, avec des responsabilités sur la vie étudiante, tout ce qui est programme, tout ce qui est bourse pour les étudiants, bourse des projets, et donc j'ai connu comme ça un double engagement à la fois étudiant et à la fois engagé dans ma communauté, on va dire, mais ça m'a beaucoup aidé à bien comprendre les rouages des étudiants et je pense que ça m'a donné quelques idées pour la suite de mon démarrage entrepreneurial. Donc voilà, donc j'ai un DESS d'ingénierie financière. À la fin de mon DESS, j'ai fait un break d'1 an où je suis devenu président des étudiants juifs nationaux. Donc en fait, j'ai arrêté pendant 1 an et je me suis occupé de travailler pour cette association-là. J'étais en même temps vice-président mondial, donc ça m'a donné aussi l'envie d'aller voir un peu ce qui se passait un peu partout en Europe et même c'était le début, c'était dans les années 90, le début de la fin des blocs de l'Est, donc tous les juifs de l'Europe de l'Est qui décidaient de quitter l'ex-URSS et d'aller vers Israël. C'était passionnant, ça m'a beaucoup passionné, mais c'est là que je me suis dit que la politique c'était pas pour moi, que c'était pas concret, qu'on n'avait pas les manettes des décisions de tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes. Donc je suis naturellement allé suivre ce qu'a été ma formation, l'ingénierie financière. Je suis rentré dans une banque d'affaires qui était à l'époque une société parisienne de banque, qui était une filiale de la banque Hervé, qui est devenue HSBC, CCF HSBC, mais bon, tout ça c'est de la vieille histoire. J'y suis resté 1 an et demi. J'ai fait un peu de conseil, j'ai fait un peu de conseil de restructuring de portefeuille économique, financier, qui était dans la lignée de ce que j'avais appris dans mon cursus universitaire en ingénierie financière, et puis un copain à qui j'achetais les voyages quand j'étais... Attends, stop. Allez, tu vas recommencer à rentrer dans des détails avant qu'on rentre dans des détails, parce que j'ai cru comprendre, enfin tu vas me dire si je me trompe, mais en lisant entre les lignes, que ce que tu avais commencé à faire quand tu étais étudiant, auprès des étudiants, l'animation de la vie de l'université, c'est structurant pour comprendre la suite. Qu'est-ce que tu as fait pour eux ? En fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est tout à fait structurant. Mais je peux même revenir un petit peu plus jeune. Quand je faisais... le sport national n'était pas le ski, mais on y reviendra tout à l'heure au Maroc. Je jouais beaucoup au foot et au tennis et je m'occupais déjà de l'équipe de tennis. J'organisais des tournois. Et puis après, quand j'étais à l'université, j'organisais des conférences.
j'organisais des conférences. J'avais lancé un énorme cycle de conférences qui s'appelait la Sorbonne pour l'emploi, où je faisais intervenir les politiques en disant comment l'université française est capable de s'adapter. Déjà, l'université française est capable de s'adapter au système de l'évolution, des nouveaux jobs, de l'emploi, et de faire en sorte que l'on puisse, un peu sur le modèle anglo-saxon, marier le monde de l'université qui vit en vase clos et le monde de l'entreprise pour que deux besoins se rencontrent et qu'à l'issue d'un diplôme, on puisse avoir un job quasiment assuré. Puisque l'avantage, c'est que j'étais à la Sorbonne, qui est pas rien, qui est une énorme université, qui a à la fois de la psycho, du droit, de la philo, de l'économie, de la finance. Donc c'était un melting pot d'étudiants qui étaient totalement différents dans leurs attentes. Et je voyais bien que quand on présentait un projet, quand on avait des projets qui venaient au conseil de la vie étudiante, on avait des étudiants qui avaient envie d'aller monter un projet humanitaire dans le Sahel ou en Amérique du Sud, et d'autres qui avaient envie, qui faisaient de la finance, de l'économie ou du droit, qui avaient plutôt envie de faire des petits-déj, un peu à la façon Sciences Po ou l'ESSEC à l'époque, des petits-déj pour faire venir des hommes politiques, pour faire rayonner l'université de la Sorbonne. Et il fallait faire le plus grand dénominateur commun entre ces deux attentes étudiantes qui étaient totalement différentes. En plus, la Sorbonne est connue et marquée pour être une université plutôt de gauche, donc du coup c'était assez difficile. Et donc ça m'a beaucoup aidé à me dire comment on peut se mettre au service des étudiants pour faire rayonner à la fois l'université dans laquelle nous étions, mais en même temps répondre à des attentes, à des besoins de ces étudiants-là par rapport à leur vie future, qui est la vie de l'emploi et l'après-université. Et donc voilà, c'était essentiellement ce qui m'animait quand j'ai décidé de prendre un peu en main et de me présenter à ces élections-là. Et de l'autre côté, sur l'association de l'UEJF, c'était plutôt d'organiser un certain nombre d'événements, à la fois conférences culturelles et cultuelles, mais je mettais entre parenthèses, quand je m'adressais, je mettais complètement en parenthèse là, et je mettais au service de la totalité des étudiants de la Sorbonne pour faire en sorte que l'on puisse ramener encore une fois et faire évoluer cette organisation universitaire qui n'est pas forcément au service des étudiants, à l'inverse des écoles ou des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. T'es quelque part, en fait, t'es la personne qui anime, qui organise des événements quand tu fais ça. Oui, on peut dire ça, tout à fait. On peut dire ça. Comment on arrive à effectivement fédérer et à amener une... Aujourd'hui, tu animes et tu organises. C'est plus des événements, mais ce sont des expériences à la montagne, au ski. On peut faire un peu... Le trait d'union est juste, effectivement. Hein, et puis même on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'anime aussi, c'est ce que j'aime, c'est animer cette équipe qui est autour de moi chez Travel Factory depuis le premier jour, pour les amener à effectivement comprendre le client pour répondre à une attente. On va y venir. Mais effectivement, chez les étudiants, c'était ça. C'était ça. Et tu quittes, enfin, tu essayes de prolonger ça, si je comprends bien, en étant impliqué après tes études à 100% ou 200% dans l'Union des étudiants juifs de France. C'est l'UEJF, une association étudiante. Voilà. Bon, finalement, tu rentres dans la banque. Parce que tu dis c'était un peu abstrait peut-être par rapport aux attentes qui étaient la mienne, voilà, on ne voit pas concrètement, il y a un aspect politique à la chose, et tu rentres dans une banque, dans la banque Hervé, c'est ça ? C'est ça, une filiale. Oui. Une filiale, et puis là tu passes un an et demi. Tu fais quoi pendant un an et demi ? En fait, on me demande de travailler sur deux projets. Le premier, c'est cette banque-là était spécialisée de métiers réglementés. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que la confidentialité, mais de métiers réglementés. Et il fallait séparer la banque privée de la banque de gestion et de la banque professionnelle. Donc, je devais segmenter, calculer les volumes d'affaires, calculer à un moment donné la rentabilité du volume d'affaires qui passait sur la partie professionnelle et comment la gestion privée pouvait reprendre la main et proposer un métier très 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 bancaire, très bancaire, très normé, qui demandait forcément un peu de connaissances d'ingénierie financière pour pouvoir proposer un certain nombre de solutions, de montage, etc. Qui reste un an et demi seulement. J'y reste un an et demi. Bon, quand on apprend à se connaître, y arrive, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Merci de me recevoir dans tes bureaux. Mais je perçois que tu es une personne
avec un contact facile, on sent l'entrepreneur parmi tes équipes ici. La banque, est-ce que c'était toi ? Est-ce que c'est parce que finalement tu avais l'impression d'être dans un carcan que tu en es parti ? Qu'est-ce qui a justifié qu'au bout de 18 mois, tu quittes ce secteur ? J'avais besoin de me prouver à moi-même que c'était pas pour moi. Et en fait, je me suis dit, va voir d'abord et rentre sur le terrain, joue, et avant de reprendre une décision de changer tes décisions ou changer ta trajectoire de vie. Et donc, je rentre dans la banque et je me rends compte effectivement que c'est très normé, ce qui est tout à fait normal, mais que ça devient une mécanique redondante, quasi quotidienne, de se dire le travail d'aujourd'hui sera probablement le même, alors avec une diversité de clients que l'on voyait qui était très différente, puisqu'il fallait s'adapter à l'individu qui était en face de nous, mais quelque part la norme nous ramenait à avoir toujours la même approche qui consistait à dire je dois faire appliquer ce process-là. On m'a proposé à un moment donné de glisser vers la petite cellule qui existait à l'époque en fusion-acquisition, et c'est là que je me suis dit finalement c'est pas fait pour moi, j'ai plutôt envie de passer de l'autre côté de la barrière et d'être quelque part la personne que j'allais interviewer, qui était chef d'entreprise, qui avait un certain nombre de collaborateurs et qui avait développé sa boîte, et à qui j'expliquais qu'on ne pouvait plus, dans la nouvelle réglementation, on devait faire une séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui m'intéressait en fait. T'avais eu sauter la barrière, enfin passer de l'autre côté de la barrière, je pense que c'est la bonne image. Tu prends un jour cette décision de dire à ton employeur, merci beaucoup, mais nos chemins vont s'arrêter là. T'as un plan derrière ? Non, en fait, c'est deux concours de circonstances qui font que je décide vraiment de m'arrêter. Je commençais à en parler tout à l'heure. C'est en fait un ami qui avait eu une belle opportunité de créer un tour opérateur pour les étudiants. Il était lui à Nanterre et il s'occupait de faire voyager les étudiants de Nanterre au ski, et de 200 il est passé à 400, 600, 800, etc. Et il a créé une toute petite agence, et il nous vendait les voyages quand j'étais justement à la Sorbonne ou aux étudiants juifs. Il me vendait quelques séjours pour 50, 100 personnes. J'avais trouvé ça assez marrant. Je me dis mais c'est pas un business de faire de voyager des étudiants, c'est low cost, etc. Et puis 4 ans après, donc, il vient me voir et il me dit écoute, nous on a vraiment énormément grossi, on est assez bien maqué, c'était l'expression, avec Pierre et Vacances, qui a plutôt envie de se séparer de son service groupe étudiant et de le confier à une nouvelle agence, ça s'appelait Nouvelle Génération, Nouvelle Génération, et de nous faire confiance pour que l'on prenne en charge toute cette organisation et puis qu'on amène un peu de process à ce tohu-bohu de l'organisation des séjours étudiants, où comment on est payé, comment on paye, comment on a une confiance avec telle association, etc. Donc là, tu es en train de découvrir qu'en fait, son business, il a carrément explosé. Exactement. Et qu'il a structuré, et qu'il a grossi, qu'il a réussi à prendre des parts de marché, à commencer un peu à intermédier quelque chose qui était l'initiative propre prise par tel et tel responsable d'association, responsable de ski club dans son petit coin, qui construisait son voyage en dehors de toute réglementation. Et puis surtout, il a inventé quelque chose qui était extrêmement fort à l'époque, c'est qu'il permettait à des associations, il prenait le risque pour eux de s'engager sur un volume sans avoir à débourser le moindre centime, puisque la décision de faire un séjour au ski va se prendre au mois de septembre et les inscriptions vont commencer au mois de novembre. Et donc forcément, pour confirmer, Pierre et Vacances demandait un acompte de 20% qu'il n'avait pas. Donc l'étudiant devait peut-être y mettre de sa poche, ou était un bon collaborateur qui arrivait à faire des promesses, etc. Et donc Pierre et Vacances s'est dit, il y a une agence aujourd'hui qui est intermédiaire de tout ça, qui est capable de s'engager, qui est plus ou moins solvable, et donc qui a pris des parts de marché. Il me dit écoute, nous, Pierre et Vacances aujourd'hui nous demande de scaler un peu le modèle et d'aller prendre des parts de marché en Europe, de consolider le marché, puisque forcément c'était une idée. Parce que là, ça avait dépassé le Nanterre.
Ah oui, c'était alors là, devenu national. C'était devenu C'était national. devenu national. Et donc, forcément, la bonne idée avait été copiée par une dizaine de petites agences d'anciens présidents, exactement comme mon ami qui s'appelle David Chetrit, qui avait créé cette agence. Il y en avait une dizaine qui étaient nées en même temps, avec se dire, il y a de la place à prendre, il y a un nouveau marché. Donc, il a un nouveau challenge. Voilà. Pierre et Vacances, le challenge lui-même. Et puis, il vient de voir. C'est ça, enfin, c'est vous ça, de vous discussion, rencontrez on se et puis dit, il te partage, il partage cette là. Je lui dis écoute, moi ça m'intéresse de participer à cette. Je te connais bien, j'ai plutôt envie de faire de l'entrepreneuriat. De quoi tu as besoin? Donc on avait besoin à l'époque, il avait besoin à l'époque de gagner du volume et puis surtout de créer des nouveaux produits et de pouvoir répondre à l'attente d'un bureau des élèves dans sa globalité à 360. C'est-à-dire qu'un bureau des élèves aujourd'hui, pour faire simple, ça organise un week-end d'intégration en début d'année, qui est le grand rassemblement fête et rock'n'roll, on va dire, et un séjour au ski. Et donc moi, j'ai pris en charge... Alors attends, là donc tu arrives en fait. je m'associe avec eux en fait. Tu t'associes. Donc là on est en quelle année? Là on est en 97. 97. Fin 97. 90, fin 80, ouais d'accord. Donc 98 c'est vraiment là. Donc tu quittes la banque, tu rentres là-dedans. Mais alors tu changes du tout. Complètement. Dans une banque feutrée parisienne, dans un marché, la gestion privée qui est confortable, installée. Un marché qui est celui de l'outdoor pour des étudiants. C'est complètement, on peut pas faire plus aux antipodes dans une PME. Toute petite PME. Une toute petite PME qui a des objectifs, qui doit être... Donc comment ça se passe quand tu arrives, franchement? En fait, je me dis... mon parcours universitaire me permet, en tout cas, je me disais que je me sentais étriqué dans mon costume et qu'il fallait que j'aille voir ailleurs, et j'avais définitivement l'assurance de me dire j'ai plutôt envie de créer quelque chose, de participer à une aventure, une création, en tout cas... Ouais, tu avais de l'enthousiasme en fait en arrivant là-dedans. Et cet enthousiasme, tu nous dis, tu rentres, tu t'associes avec... Avec la Société Nouvelle Génération, on crée une filiale en fait, qui est en charge de développer les nouveaux produits. Donc eux, ils se chargeaient du ski, et moi, je me chargeais de créer tout ce qui était hors ski, donc créer les week-ends d'intégration, et j'ai créé à l'époque un package low cost qui consistait à faire voyager les étudiants en bus dans les capitales européennes en extrême low cost. C'est-à-dire qu'à l'époque, et encore aujourd'hui on le fait, mais la loi Macron est venue chambouler un peu tout ça, on a créé un marché qui n'existait pas. C'était le partir vendredi soir de l'université ou de l'école de commerce et revenir quasiment dimanche à 4h du matin pour attaquer les cours, et tout ça pour 99 francs. Donc on partait en bus, on dormait une nuit, on arrivait samedi matin à 7h du matin à Londres, Amsterdam. En général on faisait beaucoup de Londres, Amsterdam parce que c'était les distances les plus courtes. Et donc on arrivait à 7h du matin, on posait les bagages et on avait 2 jours pleins de visites de Londres, d'Amsterdam, avec une nuit en auberge de jeunesse. En général à Amsterdam on mettait à disposition un vélo, ou à Londres on faisait la Tamise, et puis ensuite on est parti un peu en événementiel, on a monté des options supplémentaires. Et là, tu avais du personnel qui accompagnait les étudiants? Oui, c'était encadré. C'était encadré. Au début, je l'ai fait moi-même pour bien comprendre le produit. Donc, c'est vrai qu'à 28 ans, me taper des allers-retours en bus, 8 heures à l'aller pour aller à Amsterdam et revenir lundi matin au bureau pour attaquer le... Mais je considère que c'est ce qui a forgé une partie de ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est de bien comprendre le produit pour tout simplement démonter la supply chain et faire en sorte qu'il y ait d'essayer de faire en sorte qu'il y ait zéro aléa dans la préparation, parce que le tourisme n'est pas une science exacte. Zéro aléa dans la préparation, en tout cas, de la logistique, pour faire en sorte que l'organisation et l'expérience du client soient maximales. Alors aujourd'hui, on utilise expérience client. En 98, 99, quand je fais ça, bien évidemment, je suis bien
bien loin de tous ces concepts-là, c'était juste de comprendre pour pouvoir mieux vendre en fait. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est l'expérience qui va forger tes arguments commerciaux. Comment tu fais justement pour trouver ces premiers clients ? Alors, j'utilise la base. J'utilise et je me sers de l'expérience et de l'expertise de ceux à qui je m'adosse, nouvelle génération qui avait déjà pris des parts de marché, un sens commercial très 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 fort et très très bon. Mais surtout, je crée une petite équipe de commerciaux et on va démarcher les bureaux des élèves à Paris, en province, en Île-de-France, et on gagne très vite des parts de marché. Mais t'as un time to market qui est super short parce oui. que il rentre fin septembre ou un truc comme ça et la saison elle commence 2 mois plus tard, enfin, et puis après de toute manière et fin mars elle est terminée, puisqu'après on rentre en examen effectivement. Voilà. Et que de toute manière ce ne seront plus les mêmes à la rentrée d'après, donc il y a toujours tout à recommencer, donc tu as 2 mois, peut-être 3 pour ferrer tes BDE, non ? C'est exactement ça, et on va dire qu'avec la maturité de mon âge, puisque j'ai 50 ans aujourd'hui, à refaire, je pense que je n'aurais pas refait ça, parce que se dire monter un business model où le time to market est extrêmement court, sur du low cost, où les marges sont courtes, j'étais quelque peu insouciant, mais j'étais animé par ma volonté de me dire je perds rien, je tente mon expérience et on verra bien où tout ça va me mener. Mais c'est vrai que si on pose les aléas économiques ou d'un business plan sur la table, on se dit mais d'ailleurs mon père me l'avait dit, t'es un peu tombé sur la tête mon fils, parce que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, donc il me regardait en me disant écoute, si t'as envie de le faire, tente ta chance et on verra. Casse-toi la gueule, c'est comme ça qu'on apprend quoi. Voilà, exactement, et puis mais avec une dose de confiance quand même, parce que je voyais déjà un regard de bienveillance en me disant vu ton parcours, ce que tu as fait à la fac, d'un jeune qui a grandi au Maroc, qui était absolument politisé, qui s'est dit on va prendre, il voyait ça en se disant de toute façon il va se forger une expérience qui va l'amener à prendre une bonne décision à un moment donné, et j'aurais jamais dit moi-même que 20 ans après, je serais à la tête du groupe Travel Factory en faisant que du voyage, parce que, encore une fois, le démarrage ou le déclic ou la start-up, que c'était pas le terme de l'époque, elle est venue intuitivement d'une discussion et d'une opportunité. Et donc on est parti comme ça, et effectivement on a structuré un marché ensemble. Comment elle s'appelait ton agence là Donc ça c'était Nouvelle Génération, donc tout se faisait sous Nouvelle Génération, mais la filiale s'appelait Planète Sensation. Et l'idée, c'était un contrat d'utilisation de licence de marque Nouvelle Génération, pour faire en sorte que Nouvelle Génération faisait que du ski. Donc moi, je venais chercher, en fait, l'idée que moi j'aime bien développer, c'est que quand un bureau des élèves ne voulait pas acheter de ski chez Nouvelle Génération, on rentrait par la fenêtre, on lui vendait un séjour à Amsterdam ou un week-end d'intégration. Ce qui fait que quelque part, on avait une quotité disponible d'argent pour le loisir des étudiants qui était attribué. Et il fallait qu'on en prenne au moins une partie. Donc, si on prenait tout, tant mieux. Et ça nous a beaucoup arrivé de faire des contrats globaux avec des associations en disant on te fait ton ski, on te fait ton week-end d'intégration et on te fait ton séjour à Amsterdam ou à Londres ou à Prague ou à Venise ou à Berlin. Ou sinon on n'en prenait qu'un, c'est ce qui nous a donné une base de données, une force, un opérationnel très très fort. Voilà comment je décide de basculer et de créer vraiment mes premiers moments dans l'univers du tourisme. Alors combien de temps tu fais ça ? 2 ans. 2 ans, donc de 28 à 30. Voilà, exactement. Tu fais ça, et à 30, tu changes, pourquoi ? Alors à 30, Pourquoi faire mes anciens associés, on était 4, mais vraiment dirigés par David Chétry, donc comme je vous en parlais, on voit qu'on n'est plus tellement aligné sur la stratégie, sur les choix de développement, sur les process, sur des choix d'investissement. Et là, on matérialise, lors d'une discussion, on matérialise vraiment un profond désaccord stratégique. Et quasiment instantanément, je décide de leur dire écoutez, on va dormir sur notre désaccord. Si demain matin vous faites une proposition de me racheter mes parts, je quitterai l'entreprise, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui être 4 pilotes dans l'avion, c'est juste pas possible. Et à force de vouloir aller à droite, à gauche et ne pas être aligné sur la stratégie, à un moment donné, on va aller dans le mur. Et donc la discussion se passe très sereinement, se passe
correctement. Le lendemain, ils viennent me faire une proposition et j'accepte la proposition, mais en me disant de toute façon, c'est un marché qui est en pleine explosion, c'est un marché qui est en pleine structuration et je me dis, je vais créer ma crèmerie. Donc tu revends pour devenir indépendant et là tu crées. Voilà, et je crée Travel Factory. Avec Travel Factory, c'est le nom de la holding, donc déjà à cette époque-là, et je crée une petite agence étudiante qui s'appelle Golden Voyage, qui existe encore dans le groupe et qui donc, Golden Voyage est un copycat de ce que tu faisais avant. Génération. Voilà. Exactement. C'est comme ça que tu reprends une activité entrepreneuriale à ton propre compte. Comment ça se passe ? Tu arrives à reprendre des clients, t'en chasses des nouveaux Alors là c'est là que, encore une fois, je me remets à risque, puisque il y avait 3-4 agences extrêmement sérieuses à cette époque-là, et je me dis, on va créer une agence qui est capable de faire les 3 séjours en même temps. À ce moment-là, sur le marché, n'existe que des spécialistes du ski, que des spécialistes du week-end intégration et que des spécialistes du city break. Et moi, je considère que l'individualité de chacune de ces composantes-là ne donne pas un business plan équilibré. C'est beaucoup trop saisonnier, beaucoup trop soumis à des aléas. Donc tu packages ensemble. Je package les 3. Et c'est là qu'on me prend pour un fou sur le marché à l'époque en disant mais il ne sera jamais capable de faire les 3 en même temps, ça demande des équipes. C'est ça que je voulais savoir. Comment tu fais pour packager ça ? Est-ce que à un moment ou à un autre, tu te retrouves dans ton bureau, plus ou moins seul, ou peut-être que vite accompagné d'équipes, mais enfin, ça devait être... Non, on était deux. Donc, deux. Et à un moment, on se dit, bah voilà, moi, qu'est-ce que je fais pour Amsterdam ? Qu'est-ce que je fais pour Londres ? Qu'est-ce que je fais pour Berlin ? Qu'est-ce que je fais pour les stations de ski ? Et concrètement, vous vous dites comment ? Alors, sur Londres et les week-ends d'intégration, on avait le savoir-faire, donc on avait des partenaires, donc, qui nous ont suivis. Les partenaires. Voilà. Et donc j'ai quitté Nouvelle Génération et en fait c'était des relations humaines et on a beaucoup travaillé en Hollande et les Hollandais sont d'un pragmatisme légendaire et on dit on te connaît, toi y arrive, on te fait confiance, que tu t'appelles Nouvelle Génération ou Golden Voyage, à partir du moment où tu nous payes et que ça se passe bien, on te suivra. Et donc du coup j'ai été à la conquête de nouveaux clients que je connaissais plus ou moins pour certains et donc on leur a expliqué qu'on a créé une nouvelle marque et donc on a tout de suite assez rapidement eu les premiers clients engendré nos premiers volumes d'affaires puisque tu avais un challenge double en fait, à la fois le sourcing de l'offre dans les différentes villes pour packager cet ensemble city break, week-end d'inté, ski, et puis tu dois aller recruter des clients, donc des BDE. Et là, c'est nécessaire d'aller sur place ou ça peut se faire par téléphone ? Comment tu fais ? On est là, on est en 2000, donc il n'y a pas de téléphone mobile, on a encore le fax, on a encore les visites. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle du 18e siècle, mais il n'y a pas de téléphone portable. Et donc du coup, c'est beaucoup de démarchage téléphonique, beaucoup de rendez-vous. Donc on a, moi, quand je crée la boîte, je fais venir à mes côtés un collaborateur qui est encore dans la boîte, qui m'a accompagné depuis le premier jour, qui était avec moi dans le monde étudiant lorsque j'étais vice-président de la Sorbonne, qui connaît parfaitement les rouages de l'université, etc. Donc il y a un savoir-faire d'ouvrir les portes. Il s'appelle comment ? Thomas Attias, qui est encore là, et on crée ensemble, lui il s'occupe vraiment du commercial, et moi je m'occupe du commercial. Donc la petite anecdote, c'est que commercialement je m'appelais Michel pour faire illusion qu'on était nombreux. Donc vous pouviez téléphoner dans l'agence chez Golden Voyage, on demandait le commercial Michel, et en fait c'était moi pour faire en sorte qu'il y avait Thomas, Michel et Yariv, pour faire en sorte que l'agence était sérieuse, puisque forcément nos concurrents n'étaient pas très très fairs concernant notre arrivée sur le marché, parce que connaissant bien l'organisation fake it until you make it, c'est un peu le... Donc c'est des petites anecdotes, mais voilà, c'est ce qui fait des bons souvenirs, tout ça. Mais le plus important, on avait un savoir-faire sur le week-end d'intégration et sur les city break, mais le plus important, c'est qu'on devait commencer à produire le ski que je n'avais jamais produit. Ah oui. C'est là que je me dis, et tu étais un grand fan de ski. Oui, en plus, c'est le sport national au Maroc, comme tu peux l'imaginer. Donc, je n'avais jamais skié de ma vie. Je n'avais jamais été en station de ski de ma vie en France. Et donc, Thomas qui m'accompagne, lui, par contre, c'était absolument pas le cas. Il connaissait bien le ski. Et donc, on fait une approche sur une ou deux stations. On fait
approche sur les Deux Alpes, qui est une station légendaire pour les jeunes et qui nous accueille les bras ouverts en nous disant écoutez, pourquoi pas, testons, on va vous donner votre chance. Et ils nous ouvrent un peu de stock, un peu de tarifs. Et là, on se dit on va commencer à packager. La première année, on a dû faire 400 personnes qui sont allées aux Deux Alpes. Et puis, bon an, mal an, ensuite, on a construit cette agence-là. Voilà le démarrage, en tout cas, de Travel Factory. Avec on est en 2000. Hein. Là, on est en 2000. Donc, dans les plus belles années, Golden Voyage a fait jusqu'à 60 000 étudiants qui voyageaient avec nous. Là, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours. On a stabilisé les volumes, puisque le City Break, comme je vous le disais tout à l'heure, a un peu connu ses heures de gloire, et aujourd'hui le mobile, la réservation online avec les Flixbus et toute la réglementation, la déréglementation dite Macron, c'est vrai qu'il n'y a plus d'intérêt pour un bureau des élèves que d'organiser un séjour pour 50-70 personnes. Et puis la démocratisation des voyages a fait qu'aujourd'hui, rare est un étudiant de 19-20 ans qui n'a jamais été à Amsterdam ou à Londres. Donc c'est difficile de trouver une appétence particulière. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais le voyage, enfin le déplacement, c'est quand même beaucoup démocratisé par rapport aux années 2000, en 20 ans. Et c'est vrai que du coup les besoins sont un peu différents. Comment ça se structure là, parce que tu vas développer une marque qui s'appelle Travelski. Oui. Quand est-ce que ça se passe? Quand est-ce que tu organises les choses autrement? Comment ça se fait? Pourquoi? En fait, en 2003-2004, on commence à avoir déjà des volumes importants sur le monde étudiant. Nouvelle génération a disparu à ce moment-là. Pour des raisons X et Y, ils ont déposé le bilan, et ce portefeuille-là a été racheté par un de mes concurrents principaux qui a consolidé le marché. Donc naturellement, on était devenu 2 agences et demie en France, et Golden Voyage a réussi, à la nature et horreur du vide, à récupérer une grosse partie du business avec la promesse qui était la nôtre dans l'exécution et dans le rapport qualité-prix. Travelski naît en fait en été. J'étais en famille, c'est là que je reviens encore une fois sur mon démarrage, en famille à Punta Cana, et je découvre le all-inclusive, la formule all-inclusive de Punta Cana, où en fait vous pouvez aller avec vos enfants et tout est compris, et s'il a envie de boire 12 coca, il peut aller se servir. S'il a envie de 13 glaces, et il ne vient pas vous tirer le maillot toutes les 3 minutes en vous disant papa je veux acheter une glace. Je découvre la formule all-inclusive et germe dans ma tête l'idée de me dire mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que créent là les groupes espagnols, puisque c'était vraiment les précurseurs sur cette offre-là, puisque je sais le faire pour les étudiants. Quand je les envoie au ski, je fais le transport, l'hébergement, le ski pass, le matériel de ski, les animations, les courses livrées dans l'appartement, je fais les assurances, je fais le happy few sur les pistes pour les amuser pendant les jumps, etc., ou sur les snowparks. J'ai dit, mais ça... il faut savoir le dupliquer sur le web. On est en 2005, c'est plus ou moins mature. L'e-commerce commence à naître en France, puisque l'an 2000, je l'ai vu passer, et j'avais beaucoup de mal, moi, avec les valorisations des boîtes Internet à l'époque. On les valorisait en nombre de VU. Et moi, j'avais fait des études de finance et j'arrivais pas à le comprendre. Ouais, c'est vrai. Il y avait des histoires folles par rapport à ça. Moi, j'ai combien de VU, et en fonction de ta VU, on va te valoriser. Moi, ça me dépassait mon entendement. J'arrivais pas à comprendre, très sincèrement. Et il y en a qui se sont mordus les doigts. Et puis il y en a qui ont fait fortune. Et il y en a qui ont fait fortune. Mais donc du coup, moi, en 2005, on voyait que les Français étaient vraiment prêts à passer à l'acte de l'achat sur Internet, etc. Et donc l'idée arrive en me disant mais tu es capable de transposer ce que tu fais pour les étudiants sur un outil digital, et pour créer une marque à destination des familles, du grand public, du mass market, et de sortir de cette niche uniquement étudiante, puisque je ne me voyais pas continuer à travailler. D'ailleurs, c'était une blague dans mon entourage de copains. Ils me disaient mais c'est sympa, il arrive ton métier, tu travailles 6 mois par an, et qu'est-ce que tu fais après? Je prenais un peu de temps. C'est vrai que je travaillais pas full-time toute la saison. Et donc, du coup, vient l'idée de se dire il faut qu'on crée un portail du ski online qui va simplifier le sacerdoce de l'organisation des séjours à la montagne, où aujourd'hui, en 2005, vous deviez réserver votre appartement d'un côté, ensuite aller aux caisses de remontée mécanique faire la queue, ensuite aller au matériel de ski faire la queue. Comment tu as
définirais ta proposition de valeur à ce moment-là, en quelques mots? On l'a défini relativement vite quand on a cherché notre SS2I. C'est réserver son séjour au ski, la totalité des composants de son séjour au ski en 5 clics. Donc c'était de mettre sur un portail et d'agréger la totalité de ce que compose un séjour au ski, du package au ski, et de pouvoir réserver en 5 clics. Donc passer à l'acte, à la carte bleue en 5 clics. Et on a trouvé et là encore une fois je crée une filiale avec un ami d'enfance qui s'appelle Olivier Abergel. Attends, avant, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les challenges, c'est quoi c'est cette promesse-là, 5 clics? On dit c'est facile, 5 clics. Non, mais c'est pas que de l'UX sur un site où en 5 clics, tu valides ton voyage. Derrière, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est l'hôtel qui doit être réservé, le ski pass qui doit... je ne sais pas comment ça fonctionne, tu vas me le dire. Le matériel, donc le magasin de location de ski et de chaussures qui est au courant. Comment tu organises le flux derrière? Alors, l'idée, on savait le faire. On savait le faire pour les étudiants avec de l'Excel et des fax. En 2005, encore une fois. Et là, tu es en 2005. Mais je dit maintenant, il faut passer de l'autre côté et de faire en sorte que ça puisse parler de façon assez rapide et par le web et par Internet. Donc, du coup, on se dit, c'est relativement simple. On va aller chercher les stocks, donc à s'adresser à Pierre et Vacances, s'adresser à des myriades d'hébergeurs et leur dire vous allez nous donner du stock en temps réel ou de l'allotement, c'était les termes d'avant, ils nous donnaient 10 chambres dans la résidence machin truc Polycom pour la date avec une rétrocession à J-25. Ouais. La même chose, les remontées mécaniques, c'est en flux, en stock globaux. Et donc on a cherché une SS2I capable d'interpréter des flux. En fait, quand vous avez passé la carte bleue, il fallait que les réservations partent en flux réel. Donc etc. en fait, tu as un flux qui rentre dans le système informatique de Pierre et Vacances et autres hébergeurs, oui. Qui va être reconnu comme étant identifié. En 2005, on est plutôt à la mano. Hein. Ah ouais, c'est ça, mais si ça, dis-le-moi. En 2005, dis-le-moi, on est parce plutôt que à la ça, mano. c'est l'objectif, mais concrète, parce que voilà, une fois encore, c'est ce qu'on se disait avant qu'on commence l'enregistrement. La vraie vie des entreprises dans le web, c'est pas un claquement de doigts, un clic, et puis comme par magie, tout se passe et s'exécute. Derrière, c'est l'exécution, elle est dans une certaine mesure automatisée, parce que tu as pu accéder à des technologies qui te l'ont permis, ou pas. Ou pas parce que c'est trop early stage pour pouvoir le faire, parce que les technos n'existent pas, ou pour plein de raisons. Donc c'est ce que tu as fait. Donc ça veut dire que derrière, tu as récupéré une partie de ton flux avant de l'automatiser. Exactement. Donc, en fait, nous, il y a deux moments importants de décision que l'on a prises, qui sont le squelettum de ce qui est devenu Travel Factory. C'est de se dire, de toute façon, le tourisme est une industrie de volume et que la marge se fait sur le volume. Et donc, on s'est servi de l'étudiant pour continuer à se dire, quand on a créé Travel Ski, on n'a pas décidé d'ouvrir toutes les stations de France. On s'est dit, on va être bon sur les stations, on a des étudiants. Donc on avait les deux Alpes, on avait une quinzaine de stations qui nous faisaient confiance sur l'étudiant à l'époque, et on leur a dit maintenant nous on va ouvrir Travel Ski pour les familles, etc. Ça vous intéresse? Bien évidemment, toutes les stations étaient intéressées, donc ils nous ont donné d'assez bonnes conditions pour avoir une promesse du rapport qualité-prix pour le client. Ça, c'est la première chose. C'était vraiment le premier axe de se dire, de toute façon, on ne créera pas Travel Ski si nos fournisseurs ne nous suivent pas sur la nécessité d'avoir une promesse qui consiste à se dire, plus je package et plus j'économise de l'argent, j'économise du temps, j'ai une promesse de gain de temps, mais aussi, puisque le web, en 2005-2010, c'était égal, bon plan, pas cher. Donc du coup, il fallait tenir cette promesse-là, ou sinon on était quelque peu déceptif. Deuxième chose, c'est qu'on commence à évangéliser la montagne française, à se dire, maintenant les clients ne vont pas arriver face à face en face de vous et vous allez délivrer la prestation, il va falloir commencer à informatiser tout ça. Et donc du coup, on a commencé à expliquer qu'il fallait des flux, qu'il fallait du temps réel, qu'il fallait de la réservation, qu'il fallait des flux XML, qu'il fallait... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la vraie vie, c'est exactement ce que tu expliques. Et on arrivait parfois dans des stations où les gens nous regardaient et nous disaient, le flux quoi? Oui, mais je voudrais un flux pour pouvoir vous donner en temps réel les réservations. Et donc forcément, on parlait chinois.
en 2005, on parlait chinois. Ouais. Une industrie qui avait vécu la facilité du téléphone, les clients appelaient, réservaient 6 mois à l'avance, faisaient leur BFR, et on avait deux gars qui arrivaient en disant ouais, on fait de l'internet, on va vous payer à 30 jours après le départ, et on veut un flux, il faut que vous dépensiez un peu d'argent pour faire un flux informatique. C'est sûr que ça a été un gros travail d'évangélisation. On n'était pas les seuls. Mais les résultats sont arrivés relativement vite, en fait. C'est ça qui a été le client a plébiscité l'offre que l'on a mis sur le marché. Donc là, tu as l'offre, tu as le sourcing, tu as les tuyaux. Bon, au début, c'est un peu manuel, un peu Stabilo et Excel. Voilà, un peu artisanal. On comprend quand tu le dis qu'avec le temps, d'ailleurs dans un espace-temps assez réduit, ça se professionnalise. Les partenaires en face de vous sont en capacité de répondre à vos besoins en termes de flux, de connectivité. Donc on peut appeler ça le back-office. Ça se professionnalise, ça fonctionne. Mais tu as besoin de clients, tu as besoin de gens. Donc on a compris qu'il y avait les étudiants, mais là tu adresses un marché qui est nouveau, qui est celui des familles. Comment tu les recrutes? Comment tu vas les chercher? Comment ça se passe? Alors là, on fait un énorme saut dans le vide pour nous, puisque on commence à aller rencontrer des agences dites agences web, dites de conseil, et on sort de là en se disant, mais très sincèrement, on était avec les deux collaborateurs qui ont vraiment été la genèse de Travelski, et on comprenait absolument rien à ce qu'ils nous disaient. CPM, CPA, coût pour clic, très sincèrement, je ne comprenais rien à ce qu'on me disait. On a très vite compris que il fallait effectivement avoir des retours sur investissement et un ROI, ça on savait le calculer, et donc on a fait confiance à une ou deux agences qui nous ont permis de comprendre l'acquisition online, de commencer à créer des bases, des petites bases mail, encore une fois en 2005, 2006, 2007, tout ça est naissant, mais notre promesse nous a permis d'avoir un ROI. Alors aujourd'hui, ROI, à l'époque, ça ne se calculait pas comme ça. On avait une vente, on avait une marge, un coût d'acquisition, et on savait très bien. On a commis des erreurs importantes. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite, puisqu'on pensait que quand il n'y avait pas de neige, il fallait s'arrêter d'investir sur les meta search. Il y avait beaucoup de places de marché à l'époque, de comparateurs de prix, etc. Et on se rendait compte que le marché était en décalage. On a découvert que les gens... Oui, attends, je m'arrête 2 secondes, parce que c'est un point qui est important pour comprendre le business dans lequel tu es, qui est dépendant de l'enneigement, qui est dépendant de la météo. Ce qui veut dire que même si les gens anticipent un peu leur séjour à la montagne, on se rend compte de plus en plus que c'est retardé. Je pense que déjà en 2007, on était... au balbutiement du lead time qui se raccourcit. Une météo un enneigement un peu prématuré par rapport au début de la saison, ça va faire la une du journal télé, donc ça va booster les envies de réservation. C'est important de bien en fait comprendre alors, en fait, cet aspect-là de ton business. Tout à fait. Donc là, on part sur des mécaniques intellectuelles en se disant, sans data, aujourd'hui on va utiliser le terme de data, un peu de reporting, un peu on va bien évidemment utiliser le terme de business intelligence, mais en 2005-2006, on y va avec le feeling, en se disant, quand il neige, effectivement, quand il y a les premières images à la télé, et quand il fait froid à Paris, les Parisiens vont réserver le ski. C'est comme ça qu'on gère nos campagnes marketing, et puis on se rend compte à un moment donné, la deuxième année, la troisième année, que les clients qui réservent au mois de janvier, c'est vraiment les last dernière minute, qui cherchent du prix, qui sont des opportunistes et qui détruisent du ROI. Maintenant, je sais le dire dans des termes que nos auditeurs vont comprendre, mais en 2007-2008, on comprend que ça fait du volume, mais on ne comprend pas, mais de toute façon, on était en recherche de parts de marché. Et très vite, en 2008, on se dit, mais il faut aller chercher des clients qui sont, entre guillemets, des clients plus contributeurs, c'est-à-dire qu'ils savent en septembre, octobre, novembre, qu'ils iront au ski pendant les vacances scolaires de février, qui ont une période de recherche plus longue, mais qui veulent de la simplification. Et c'est là que la rencontre entre l'idée
de Travelski et les clients va naître, de se dire, en fait, on doit se faire connaître par des clients qui ont encore l'habitude d'organiser leur séjour par eux-mêmes et leur dire, coucou, il y a une petite boîte qui s'est créée en France et on a aussi beaucoup insisté depuis le premier jour sur le 100% Made in France. Alors que le call center était en France. Moi, je suis natif du Maroc. Tu l'as internalisé ? Internalisé. Alors, l'une des particularités aussi de mon ADN d'entrepreneur, c'est que, après ça se discute, mais j'adore internaliser tout pour pouvoir maîtriser l'exécution et pour pouvoir bien comprendre. Alors, souvent, on externalise. On internalise. Une fois qu'on arrive à une maturité, on le ressort pour apprendre un certain nombre de nouvelles méthodes et on le réinternalise. J'ai souvent fait ça, sauf le call center qui a toujours été chez nous, parce que j'avais du mal à m'imaginer un agent call center au Maroc ou en Tunisie répondant sur l'état des neiges et l'état des glaciers ou l'état de la station aux Deux Alpes, Poitine ou à la Plagne depuis Casablanca. Je vais te donner une information, peut-être que ça va être une révélation, mais il existe des call centers en France. On est d'accord. On est d'accord, mais ils étaient trop chers pour nous à l'époque. On avait fait le travail et le coût horaire et on s'était dit de toute façon il faut que c'est un métier d'expertise. Le ski c'est un métier de conseil. C'est un vrai métier de conseil puisque... N'empêche que tu parles du call center, c'est quand même un sujet qui est primordial, surtout dans la dématérialisation de cette vente. Tu confies finalement à ton client... La capacité de construire lui-même son séjour, en fait, il fait tout par lui-même et on imagine qu'il y a besoin d'accompagnement de temps à autre pour ces clients-là. Donc, il téléphone ou envoie des emails. C'est très saisonnier, on l'a dit, ton business. Ça veut dire que c'est concentré sur quelques mois. Comment tu gères ces équipes ? Ça veut dire que tu as... des recrutements saisonniers, toi aussi tu fais appel à des intérimaires comment tu fais ? Alors, on a résolu ce problème-là par la suite, mais c'est vrai que le ski, c'est extrêmement saisonnier par nature, mais le call center, juste pour un point important, on l'a considéré, parce que encore une deuxième particularité de ma notion et peut-être le pommier qui tombe à côté la pomme qui tombe à côté du pommier de ma famille de commerçants, etc. On a toujours considéré qu'on était des commerçants et que si un client avait une question, il fallait qu'il puisse la poser à quelqu'un au téléphone. Donc c'est pour ça qu'on a créé le call center, puisque c'est légitime, on le comprend bien. Mais en 2005, c'était pas logique. C'était pas logique. On estimait que le web allait révolutionner tout, que le web allait envoyer un tsunami sur l'ancien commerce et que forcément tous les clients allaient finir online et qu'ils parleraient jamais à personne et que ça serait le nouvel Eldorado du commerce. C'est intéressant que tu le rappelles, effectivement. Et moi, je considérais que c'était pas parce que je voyais moi comment je me comportais dans mes voyages et que j'avais toujours des questions. Et puis surtout, le ski, c'est une équation familiale qui est différente pour chacun des participants. Et la question fondamentale on en avait au téléphone et on en a fait un point fort, c'est à combien des pistes on est, à combien de mètres on est de l'école de ski. Donc tout ça, c'était des notions qu'on avait du mal à avoir en content, puisque les flux n'étaient pas super bien renseignés, etc. Et donc du coup, il fallait bien qu'on puisse avoir une dernière conversation pour la réassurance et de faire en sorte que le client passe à l'acte de son achat. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est pour ça qu'on a tout le temps internalisé l'écoute du client nous à 2 mètres de moi, puisqu'on était encore une fois très, très court dans la chaîne de décision. Quand la question se posait, à la fin de la journée, on débriefait et on voyait bien qu'il y avait 5-6 questions qui revenaient en récurrence et on disait à nos équipes IT ou support, on leur disait ça, il va falloir qu'on le mette un peu plus en évidence sur le site internet pour qu'on diminue les appels. Donc on a en méthode agile aujourd'hui, on a travaillé, construit ça au fur et à mesure. La deuxième chose, pour casser cette saisonnalité et faire en sorte, en 2010, Travelski commence vraiment à être extrêmement mature. En 2010, on se dit, même en 2008-2009, on commence à ouvrir l'été. À se dire on ne peut pas avoir une saisonnalité, donc il y a ce que l'on sait faire sur le ski, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le dupliquer sur la location de vacances, de maisons, de villas. On avait des flux avec Pierre et Vacances, Odalis, tous les hébergeurs qui avaient autant de résidences, voire plus de résidences à la mer qu'à la montagne. Donc on s'est dit pourquoi ne pas dupliquer ce qu'on sait faire sur Travelski, et on a créé une marque qui s'appelait Déclic France à l'époque. Et en 2009-2010, on commence à avoir une place importante, numéro 2, numéro 3, enfin peu importe, de la distribution du package. On avait surtout
un concurrent qui avait une très très forte attractivité dans les fonds d'investissement, qui avait levé beaucoup d'argent et qui donnait de la visibilité au deuxième, au challenger en fait, au troisième challenger. Et donc du coup, en 2010, on décide de consolider l'entreprise pour pouvoir créer une équipe qui va faire de l'été. Pour casser la saisonnalité, travailler le BFR, c'est une bonne réponse. fidéliser les équipes, apporter des solutions de CDI à nos collaborateurs, puisque forcément le turn faisait qu'on perdait du savoir-faire. J'adore ta réponse. Je te pose une question sur la saisonnalité et dire comment tu fais avec des intérimaires. Non, je vais ouvrir un nouveau marché. Voilà. c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. J'ai mes équipes, elles sont là, il faut qu'elles restent. Je veux capitaliser sur leur expérience, sur leur expertise. Il faut que je les fasse bosser. Donc, je vais ouvrir un nouveau marché. C'est pas aussi simple que ça. Non, j'imagine. Mais en fait, c'est la rencontre effectivement entre. À l'époque, on devient des bons distributeurs. Les hébergeurs nous disent mais attendez, vous savez faire l'hiver, pourquoi vous vous mettez pas sur l'été? Vous avez une techno qui donc tient là, la route. Et là, ça marche. Ça marche l'été. Ça commence à marcher. Oui, ça commence à marcher. Alors, on avait quelques concurrents qui s'y étaient mis. Ça marche, mais on sent bien là que le marché est beaucoup plus. La promesse du package n'est pas là. Donc la compétition est beaucoup plus lourde. Puisqu'on ne se compare que l'hébergement à hébergement. Donc, c'est de l'hébergement. C'est de l'hébergement pur. Il n'y a pas de promesse autre que marketplace. J'agrège des centaines de milliers d'appartements pour pouvoir dire, à la différence d'un hébergeur qui n'aurait qu'une seule résidence sur La Rochelle, moi je vais offrir aux clients la possibilité d'avoir sur La Rochelle de la résidence, de la maison, de la villa, de l'appartement de particulier, et donc de devenir une marketplace. Là on est en 2007, 2008, 2009, 2010. On décide de vraiment consolider ça, puisqu'on sent qu'il y a une place à prendre sur la location de vacances. Donc là, il y a beaucoup d'événements en même temps, mais je reviendrai après. C'est vrai qu'on n'avait pas vu une petite start-up qui se créait de l'autre côté de l'Atlantique, qui s'appelait Airbnb. Mais ça fait partie du bonheur d'entrepreneur de se dire, on a une idée à 4, à 5, on va la déployer. Et puis en face arrive un tsunami, il faut s'adapter, changer, agile, pour pouvoir continuer à faire grandir et contourner la problématique qui est en face de nous d'une boîte comme à l'époque c'était pas Airbnb, c'était Abritel, Holidays, et puis voilà, tout ça c'est puisqu'il n'y avait pas de valeur, donc la compétition était très très difficile, mais ça on pourra en reparler. Là, entre 2010 et 2018, tu as cette période, en fait tu as un business qui est facilement scalable. Oui. Ça veut dire qu'une fois que tu as mis en place tes process, ton fonctionnement, il y a, alors je mets un gros guillemet, juste du volume à faire, mais derrière la mécanique elle est là, elle tient, ça fonctionne, tu dois donc recruter des clients. Tu as cette phase de croissance, aujourd'hui tu revendiques la place de leader en France dans le voyage au ski, c'est ça? Oui. Oui. Ça veut dire que tu atteins aussi une forme de... Tu es arrivé jusqu'à une forme de maturité. Je prends un petit peu j'accélère un petit peu parce que l'année dernière, cette phase de maturité, tu l'as concrétisée en t'adossant à un partenaire, la Compagnie des Alpes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce partenaire? Où en est Travelski aujourd'hui? Et puis j'ai une autre question relative à ça, mais qui est liée au comportement d'achat de tes consommateurs, parce que je voudrais que tu me racontes en 10 ans comment ça a évolué. Donc pourquoi ce partenaire? Alors, effectivement, on a connu une croissance importante. Entre-temps, on a fait une première levée de fonds pour nous accompagner dans la croissance, qui nous a aidé à nous structurer financièrement avec tout ce qui est DAF, reporting, etc. C'est extrêmement important à mes yeux parce que l'industrie du tourisme est une industrie de centimiers, d'épiciers, j'ai pas de problématique à le dire, et qu'il ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de fuites dans le tuyau, sinon la marge s'envole. Et c'est donc du coup, on a structuré ça, on a structuré la croissance avec l'objectif d'amener Travelski au déploiement, et on a fait un choix
qui nous a amené effectivement à revendiquer cette position de leader européen. Quand un certain nombre de mes concurrents, on a fait un choix d'entrepreneur. Mes concurrents ont décidé de se dire on va aller chercher, on va s'internationaliser, on va donner une dimension internationale. Et nous, on a dit, avant de regarder l'international, il faut qu'on soit leader sur son pays. C'est un choix que l'on a fait, c'est un vrai marqueur de mes décisions d'entrepreneur, de dire on n'ira pas chercher ni un Belge, ni un Hollandais, ni un Anglais tant qu'on n'est pas devenu leader en France, qu'on connaît la quadrature du cercle de la proposition de valeur d'un client français avec du volume nous permettant de scaler notre modèle à l'Europe. Ça, c'est un choix fort que l'on a fait. Je pense qu'il nous a permis de ne pas faire un certain nombre d'écueils. Et donc, du coup, tu le disais, l'an dernier, on a décidé effectivement de nous adosser à un industriel qui est la Compagnie des Alpes pour 2 raisons. Alors, attends, la Compagnie des Alpes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader mondial dans les remontées des domaines skiables, voilà, des domaines skiables, la gestion des domaines skiables. C'est Val d'Isertine, les Arcs, la Plagne par exemple. Par exemple. Mais c'est aussi un exploitant de parcs de loisirs. Exactement. C'est ça. Donc ils ont vraiment 2 jambes. Ils ont la première jambe qui est c'est un jeune groupe. C'est un jeune groupe qui a une vingtaine d'années, qui a les domaines skiables et de l'autre côté des parcs de loisirs. Donc c'est Futuroscope, c'est Parc Astérix, c'est le musée Grévin par exemple, c'est Walibi. Donc c'est vraiment un groupe qui a une très très forte assise industrielle et une très très forte assise de la rencontre de la clientèle, puisqu'ils reçoivent sur les domaines skiables des millions de clients et ils reçoivent dans les parcs d'attractions des millions de clients l'été. Mais ils ont eu besoin eux aussi d'avoir des 2 gens pour ne pas dépendre que d'une seule saison et de pouvoir linéariser le process industriel de leur investissement lourd, que sont les remontées mécaniques ou des clusters en termes de manège, etc. Vous imaginez bien que ce sont des investissements lourds. Donc on est, nous, adossé aujourd'hui et filiale de la Compagnie des Alpes pour 2 raisons. C'est une rencontre qui s'est faite à un moment donné où Travelski est arrivé à une maturité sur le marché français. On a encore beaucoup de parts de marché à prendre, mais on est arrivé à une maturité, une certaine crédibilité dans l'exécution et le savoir-faire de la distribution digitale. Et ce groupe s'est dit à un moment donné, dans la transformation du besoin du client, dans un moment de recherche, on ne peut plus simplement regarder le client. Une fois qu'il arrive en station, il faut reconstituer la data dans ces moments de recherche. C'est-à-dire, grosso modo, nous, on a un lead time de 70 jours. Entre le moment où il va commencer à chercher, le moment où il va passer à l'acte, il y a 70 jours. Et il y aura 70 jours entre le moment où il aura acheté et le moment où il va se rendre en station. Donc il y a 140 jours entre le moment où le client décide de se dire je vais aller au ski et il va être le moment où il sera sur les skis. Voilà, sur les skis à la Plagne. Donc il y a tout un moment comme ça de création de souvenirs, de moments anxiogènes dans la préparation de son séjour, la météo, est-ce qu'il va neiger sur la route, etc. Donc il fallait créer, la Compagnie des Alpes a résumé ce chapitre-là en se disant il faut une relation avec le client sans couture, de l'acte d'achat jusqu'à door to door, jusqu'à son retour à la maison. Et donc on était une pièce importante dans ce schéma-là, de se dire Travelski peut répondre à une partie de l'échiquier de la réflexion de la Compagnie des Alpes, de dire on ne peut plus gérer la relation client qu'une fois qu'il est arrivé sur le domaine skiable. Il faut le gérer avant, connaître un peu plus l'univers concurrentiel digital et de pouvoir adresser des offres en fonction de la segmentation, etc. Donc là, on pourrait glisser dans beaucoup de termes marketing, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, nous, on avait besoin de la Compagnie des Alpes de se dire il faut s'adosser le métier de la distribution, qui est un métier qu'ils ne connaissent pas, à nous, une volonté très claire de dire à un industriel on a un peu besoin de temps pour déployer la logique internationale, puisque en fait le momentum était arrivé pour Travelski de se dire on ne peut plus aujourd'hui avoir une promesse ou des investissements lourds en termes technologiques qui ne répondent pas à une dimension européenne, c'est-à-dire un Anglais quand il vient au ski, un Hollandais ou un Belge, 80% du séjour est le même, c'est l'hébergement, le package, etc. Mais il faut de la technologie pour faire un package aérien, un package dynamique, parce que le client a profondément changé. Donc ça, on comprend bien en fait la raison et la logique qui t'a poussé à t'adosser à la Compagnie des Alpes. Il y a une logique industrielle, il y a une logique de passage dans une dimension supérieure aussi.
se donner les moyens de ses ambitions, on peut peut-être le résumer comme ça. Oui. Tu commences à parler des clients et c'était aussi un point que je voulais évoquer avec toi. Ça fait 20 ans que tu es dans le domaine et en 20 ans il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ont transformé la société. Il est entre autres arrivé le smartphone. Et le smartphone, ça a donné aux consommateurs, aux citoyens, à l'internaute, enfin au kidam, le choix. Le choix dans l'achat, le choix dans l'accès à l'information, dans la consultation de contenu. Et quand on est dans le e-commerce, on voit bien aujourd'hui que le consommateur, il veut décider du moment où il achète dans le magasin, sur son téléphone, sur son ordinateur au bureau. Il choisit. Ça, donc, c'est vraiment le mobile, je crois, le smartphone qui a permis cette évolution. On a commencé à en parler. Le consommateur, en ce qui concerne le ski, en ce qui concerne les vacances, de façon générale, et c'est appliqué au ski, réserve de plus en plus au dernier moment. Donc, il y a une consommation last minute qui arrive de plus en plus. Est-ce que tu peux nous raconter comment les choses sont perçues par un professionnel des vacances comme toi sur ces évolutions du comportement d'achat appliquées à ton secteur? Je peux te raconter, mais surtout te dire que parfois, on est un peu fatigué quand on est entrepreneur de se dire, en fait, la vérité d'aujourd'hui, on sait pertinemment que dans 2 ans, elle sera complètement obsolète. Et la deuxième chose, moi qui ai fait un petit bagage financier, de se dire que l'investissement technologique que l'on va mettre aujourd'hui ne supporte pas le temps de tout simplement l'amortissement économique d'une société normale. Donc du coup, ça nous oblige à être sans cesse en veille et d'essayer d'être en méthode agile 24/24 pour suivre le client. Alors le mobile, c'est vrai que le mobile apporte, et encore plus sur la clientèle ski, puisqu'on a fait une étude avec Google qui montre qu'il y a une surexposition de la clientèle qui achète du séjour au ski sur le mobile, parce que c'est du CSP+. Moi aujourd'hui, je parle d'il y a 2 ans encore où on travaillait ça, donc le mobile nous a amené à faire ce que l'on appelle dans le tourisme du package dynamique, à l'intérieur même d'une équation familiale ou d'une équation entre amis, entre potes qui vont au ski, de faire du one-to-one. C'est-à-dire que tu es capable, aujourd'hui vous êtes capable d'acheter sur Travelski un package dont, si vous êtes 4, dont le package sera construit pour chacun des 4 individuellement. Donc quand je vous le dis comme ça, c'est facile, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est derrière le bouton, qu'est-ce qui se passe technologiquement. C'est quelques boîtes de Doliprane pour l'équipe d'IT. Et aujourd'hui, vous êtes totalement capable de dire, moi, y arrive, je vais au ski, j'achète mon hébergement dans le même hébergement que tout le monde, j'achète mon ski pass sur le Paradis Ski parce que j'ai envie de skier sur un grand domaine, j'achète mon école de ski et j'achète mon matériel de ski. Mon copain et vous venez avec moi, vous n'avez pas envie de skier cette année, vous pourrez dépackager et enlever. C'est du package sur mesure. Voilà, c'est du package sur mesure. C'est donc, un peu antinomique. C'est totalement antinomique parce que quand j'explique que je fais du package sur mesure, les gens me disent en fait c'est pas du package, c'est du dynamic packaging. Non, c'est pas du dynamic packaging, c'est du package parce que, bref. Donc du coup, on s'est mis complètement à l'écoute du client. Technologiquement, en 4 clics, il est à 4 ou à 5 personnes. Et en plus, on fait du share. Donc aujourd'hui, vous pouvez payer votre partie à vous et pas la totalité du séjour parce que de plus en plus, on le voit, nos clients. Alors, il y a la grosse partie de notre clientèle qui est familiale, mais on a de plus en plus de copains qui veulent faire un court séjour, partir 3 jours. Là aussi, profondément, le besoin a changé. En 20 ans, c'est fini le ski de 9h à 19h. À 17h. C'est fini. C'est quoi aujourd'hui ? C'est quoi ? Aujourd'hui, c'est du ski plaisir. On voudrait skier le matin et faire la raquette l'après-midi ou juste contempler et de se balader en montagne et de prendre le bon air et de partir 3 jours, de partir 4 jours. Donc il y a ce qui, moi, me laisse encore un espoir et de me dire que si je garde cette ténacité pour me dire Travelski aujourd'hui n'est qu'à sa
troisième phase de maturité, d'aller à l'international et même sur le marché français, c'est que le client a un besoin d'une montagne qui est en fait un besoin de vacances à la montagne qui est totalement différent de celui que j'ai imaginé en 2005 quand on a créé Travel Ski. C'est un autre besoin, c'est une autre démarche. Et probablement le besoin d'aujourd'hui est différent de celui qui sera dans 10 ans. Ça, je suis capable. Dans 2 ans. C'est sûr, ans. c'est ce que je vois depuis 10 ans. C'est d'où la stratégie de dire que l'offre, finalement, tu la constitues en plaçant le client au centre et en observant les besoins de ce client. Et donc, tu vas trouver une flexibilité, une adaptabilité dans la constitution de ton offre. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer ? C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Et surtout, je l'ai dit au tout début de cette interview, je vous rappelle que je vous ai dit, j'ai 3 enfants. Et je vois la différence de consommation du séjour au ski en 15 ans que ma propre famille a vu. Et donc moi, j'estime que je suis un propre laboratoire entre ma recherche de séjour au ski. Il fallait que je trouve une école de ski pas loin, une garderie, etc. Où aujourd'hui, mes enfants sont grands, savent skier, ont toutes les flèches qu'il faut, etc. Le besoin n'est pas le même. Ma recherche n'est pas la même. Mon adaptabilité n'est pas la même. Donc je vois bien que j'ai des équations, des personae, aujourd'hui on pourrait revenir du marketing, qui ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, il faut que le plus grand dénominateur commun de mon site internet réponde à la totalité de ces besoins-là. Donc du coup, si vous êtes vous voulez skier, ce qui est de moins en moins le cas, de 9h et sur une grande station sportive, etc., vous pouvez le faire sans aucun problème en packageant, mais c'est surtout la tendance aujourd'hui de se dire je veux partir 3 jours et de reconstituer mon package à la demande comme je veux. Et de toute façon, c'est ce que l'on fait sur les sites internet aujourd'hui. Dans le voyage, la tendance, elle est plutôt au dynamic packaging. Je choisis mon vol, je choisis mon heure de retour, je choisis ma compagnie d'aller, je choisis ma compagnie de retour, je prends mon hôtel en direct. T'appelles ça le dynamic packaging ? C'est ça. Ouais, ok. Très clair. Très clair. Et je comprends en fait qu'effectivement les choses changent et il est vrai que alors moi-même je consomme du ski différemment aujourd'hui où j'ai 43 ans que quand j'en avais 18. Bon, il y a aussi l'âge qui fait que ça change et l'arrivée des enfants. Merci Yariv pour tous ces échanges. La sincérité avec laquelle tu nous as expliqué comment tu as fait ton business, et je suis content qu'on ait partagé ce point de vue qui consiste à dire il y a une vraie vie qui se passe après le clic, derrière le clic, et que c'est pas toujours évident de percevoir la complexité avec laquelle les choses doivent s'exécuter. C'est intéressant que tu nous aies dit que voilà, quand on a lancé le truc, on était avec notre fichier Excel, notre téléphone pour aller valider avec les hôtels que la réservation était bien arrivée, que ça n'a pas été évident de brancher des flux. Merci de nous avoir dit comment les clients consommaient autrement. Enfin, voilà, c'est un partage qui est sincère, qui est vrai, et qui, j'espère, saura retenir votre attention, vous les auditeurs, parce que c'est important. Avant qu'on ne se quitte, Yariv, on a une question, hein, tu la connais puisque je te l'ai posé avant qu'on commence l'enregistrement. Le commerce du futur, c'est aussi celui qui accompagne la transition écologique. La montagne, espace de nature par essence, et ses conditions d'enneigement, c'est particulièrement concerné. Pas de neige, pas de ski. Comment ce sujet est appréhendé chez Travel Ski ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important et on l'entend, on l'écoute par nos clients, par nos propres collaborateurs, puisqu'on est une boîte où la moyenne d'âge est relativement jeune, parce que les métiers du digitaux, c'est des nouveaux métiers, donc c'est des jeunes, et on ne peut pas l'éluder. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui on l'aborde à 100%. C'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé chez les jeunes, par exemple, et on a fait une énorme étude sur le ski, les jeunes, puisque les jeunes ne skient absolument plus comme les jeunes d'il y a une dizaine d'années, pareil, et donc du coup, ce qui ressort très très fortement chez les jeunes, c'est que la notion de commerce
on va pas dire vert, mais tout ce qui est réchauffement climatique, de la montagne, de la préservation de la montagne, devient un aspect extrêmement important dans leur décision de choix. Et on s'est même rendu compte que certains n'allaient pas au ski parce qu'ils considéraient que l'empreinte globale écologique laissée pour un séjour n'était correspondait pas à leur... et c'est des choses que l'on voit. Donc on est obligé de le traiter. Le groupe dans lequel nous sommes aujourd'hui intégrés traite cette question-là avec beaucoup d'attention, puisqu'ils font énormément de travail sur la partie de l'enneigement et tout ce qui est l'eau, tout ce qui est énergie. La station de Serre-Chevalier, par exemple, l'année dernière, a créé une partie de sa propre énergie par le vent, par un certain nombre de choses, donc tout ce qui est écologique et de retraitement de l'eau, pour pouvoir réutiliser de l'eau pour fabriquer de la neige. Donc tout ça, ce sont des sujets qui deviennent centraux en termes de promesses, en termes d'écoute du client, en termes de bruit faible, de son faible du client. On n'est pas, en tout cas chez Travelski, on n'est pas encore à fond sur le sujet, mais c'est un sujet que l'on commence à traiter, puisque on le sent bien que c'est un sujet qui va devenir un acte de décision chez le consommateur. Est-ce que, quand je t'entends parler, parce qu'en fait vous êtes une plateforme d'intermédiation entre, quelque part, tu packages ça, mais tu as... beaucoup d'intermédiaires. Il y a beaucoup. Est-ce que ce serait, dans les réflexions que vous portez en interne, des labels de stations ou des labels de verts qui disent voilà, cette station s'engage dans un programme de préservation de la nature? Ça existe peut-être déjà? Ça commence à, en tout cas, ce sont des sujets qui émergent de façon très très forte. Il y avait le congrès des domaines skiables il y a une dizaine de jours, et le sujet forcément du climat, du réchauffement climatique était au cœur de leur débat. Alors j'y étais pas puisque c'est les patrons des domaines skiables qui y sont, mais je sais que c'est un débat qui a été courageusement mis par le nouveau président de DSF pour dire aujourd'hui on ne peut pas éluder ce sujet-là, on ne peut pas faire l'autruche. C'est dans l'air du temps. Il ne se passe pas un jour où, quand on va parler de ski à partir de septembre, octobre, novembre, où les journalistes, les clients, les auditeurs ne vont pas nous parler de est-ce qu'il y a de la neige, est-ce que le réchauffement climatique impacte ça, est-ce que les chutes de neige sont trop massives. Donc voilà, il y a ce sujet-là qu'il faut adresser puisque c'est une préoccupation sociétale. Et donc si c'est sociétal, ça va toucher le client. Et donc forcément, on est obligé à un moment donné de créer ou de co-créer ou de participer à l'émancipation d'un label qui consistera à dire station verte, station éco-responsable. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? En tout cas... Oui, ça ne peut pas être juste du labeling, non. Parce que le greenwashing, c'est fini. C'est clair. Il faut des vraies promesses. Et une vraie exécution. On parlait de l'exécution. Hein. Derrière, c'est exécuter la promesse. Hein. Exactement. Ouais. Et encore une fois, le groupe auquel nous appartenons, la Compagnie des Alpes, est en train de beaucoup travailler sur justement l'exécution et la promesse de cette exécution, sur comment on fait pour avoir des stations qui ont une empreinte globale en termes de loisirs, qui ne soient pas expansionnistes en termes de dépenses ou en termes d'impact global. Donc c'est un vrai sujet que l'on traite, et de toute façon notre clientèle et puis même notre conscience d'e-commerçant va faire en sorte qu'à un moment donné on est obligé de s'y pencher sérieusement. T'en parles avec des partenaires de temps en temps ou pas? C'est pas encore des sujets qui arrivent sur la table? Non. Je pense à des Pierre et Vacances et autres hébergeurs, des stations. Les stations en parlent. Les pouvoirs publics nous en parlent beaucoup. On voit qu'il y a des sujets dans les tables rondes. Il y a une dizaine d'années, c'était la distribution Internet, etc. Aujourd'hui, dans tous les forums, dans toutes les tables rondes, il y a forcément un sujet où un sociologue va venir intervenir sur le point. La montagne, par exemple, est sur pas l'hiver, mais la montagne est vouée selon les études sociologiques et même ce que l'on voit depuis 3 ans, vouée à un grand succès l'été
dans les 5 prochaines années qui arrivent. C'est-à-dire qu'on voit bien que le tourisme de masse de bord de mer est en train de décliner vers un tourisme plus authentique. Toute cette tendance alors on ne parle pas de l'écologie, mais toute cette tendance de détox, de bien-être, de bien vivre, etc., fait les beaux jours de la montagne l'été. Et on le voit bien en Autriche, on le voit bien en Italie, qui sont des destinations qui cartonnent l'été. Et c'est le challenge de la France. La destination France aujourd'hui doit promouvoir son hiver parce que le consommateur veut une consommation plus bénéfique dans son bien-être à lui. Et donc la montagne, le bien-être, l'air pur, la marche l'été. Et donc forcément la montagne l'hiver va devoir répondre à ces mêmes attentes, à ces mêmes aspérités qui ne sont pas que du ski. Et donc forcément les effets collatéraux de la neige, du réchauffement climatique, de la fonte, des glaciers, etc. Et donc il va falloir que cette industrie porte un discours de responsabilité en fait. Bon, écoute, merci pour ces premiers éléments de réponse. Merci, Yariv. On peut te suivre où ? LinkedIn, Twitter ? Surtout, moi je suis très LinkedIn, très LinkedIn, et effectivement un peu sur Twitter. Et principalement LinkedIn. Voilà, mais principalement comme LinkedIn. À peu près tout le monde. Voilà. Merci Yariv, merci franchement. Merci beaucoup, merci pour cet échange très, très long et très riche en termes de discussion franche d'un entrepreneur. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes de plus en plus nombreux, comme je vous le disais en introduction, donc ça me touche beaucoup, merci. N'hésitez surtout pas à partager le podcast, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Si vous avez envie de m'écrire ou de m'envoyer des messages, vous pouvez le faire directement en vous connectant sur le site lesdigitaldoers.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt. Au revoir. Au revoir.